Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, je suis ravi d'être là avec vous en ce jeudi 30 juin pour parler du digital learning. Je suis Fabien Soyer, chef de projet média, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde ce matin, une table ronde qu'on a co-organisée avec Parlons RH et Cornerstone. Ce matin, on va vous parler de la façon dont le digital learning peut être mis au service du développement des collaborateurs, mais aussi plus globalement de la transformation de l'entreprise. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Hugues Moisan, directeur avant-vente pour l'Europe chez Cornerstone. Bonjour Hugues. Bonjour Fabien. Et Florence Bernet, directrice du centre d'expertise learning de Nexence. Bonjour Florence. Bonjour Fabien. Et merci à vous tous d'être là aujourd'hui pour partager avec nous votre expertise. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc 45 minutes pendant lesquelles chacun va intervenir et échanger, plus 15 minutes de questions-réponses. Donc les auditeurs, vous pouvez dès à présent poser vos questions et laisser des commentaires dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Et on y répondra dans le dernier quart d'heure de cette table ronde. Donc on va déjà poser les bases avec vous, Hugues Moisan. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous présenter en 30 secondes Cornerstone ? Tout à fait. Donc, je suis Hugues Moisan, le directeur avant-vente pour Cornerstone. Cornerstone est un éditeur de logiciels qui existe depuis 1999, donc on a un peu plus de 22 ans d'existence, qui donc développe une solution de gestion des talents. Derrière ce mot se cache la possibilité de recruter des collaborateurs, de les former, de gérer leurs performances et leurs compétences, donc l'ensemble de vie, du cycle de vie du collaborateur dans l'entreprise. Et alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le digital learning. Déjà, comment vous définiriez le digital learning et en quoi on peut dire que c'est devenu quelque chose d'important après 2 années de crise Covid pour les entreprises ? Alors, le digital learning, c'est une modalité, un format d'apprentissage qui est digital, que l'on oppose donc finalement à la formation plus classique en présentiel, où les personnes étaient présentes dans une salle de classe avec un instructeur ou un formateur, et qui va permettre finalement d'acquérir des compétences en ligne. Alors, l'acquisition de compétences en ligne, bien sûr, nécessite la possession ou l'utilisation d'un outil informatique. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, mais il y a ce besoin d'avoir un outil de connexion et qui va aussi se caractériser par une certaine autonomie. Le digital learning, finalement, il va permettre d'être un peu moins contraignant que de la formation classique en salle où on est en formation, par exemple, le 30 juin de 9h à midi. Là, ça va être un peu plus souple. Au niveau des procédés, ça va englober bien sûr le e-learning, mais quand on parle de digital learning, ça inclut aussi les vidéos, ça peut inclure également tout ce qui est classe virtuelle et également des modalités de formation assez avancées, ce qu'on appelle généralement sous le nom de serious games, et puis on est bien sûr plus loin avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Je précise aussi, et ça me semble important, que même si cette formation digitale reste de la formation, elle doit s'accompagner bien sûr de mise en pratique et de mise en situation, comme toute modalité de formation. Et du coup, est-ce que c'est devenu important après la crise du Covid ? Alors, c'est devenu très important après la crise du Covid. En fait, la crise du Covid a été un catalyseur. Alors, un catalyseur, c'est comme en chimie, ça va accélérer ou ralentir une réaction chimique. Donc là, en l'occurrence, ça l'a accéléré. On peut citer comme exemple les classes virtuelles qui étaient assez peu pratiquées par les organisations et qui le sont beaucoup plus maintenant. Alors, si vous regardez les études de différents analystes, il y a eu des études notamment par Digiforma ou par d'autres. En 2020, il y avait à peu près 70% des organismes de formation qui ne faisaient que du présentiel, 100% de présentiel. Aujourd'hui, les 3/4 environ de ces organismes de formation proposent au moins 25% de formation digitale. Et certains font davantage que ça. Donc, on voit vraiment l'effet catalyseur qu'a eu la crise sur notamment la formation digitale. Avant la crise, il y avait déjà, le digital learning répondait déjà à un sujet de préoccupation pour les entreprises qui sont les compétences en interne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce sujet ? Alors, c'est un vaste sujet. C'est en fait aujourd'hui certainement le sujet numéro 1 pour les services ressources humaines. Si vous regardez les études de Gartner, fin octobre 2021, ils ont fait une étude où il est bien clair que la préoccupation numéro 1 des RH, c'est ça. Vous pouvez regarder les autres, Bercy et ainsi de suite. Tous sont unanimes pour dire que ce sujet compétence, il est fondamental. Pour autant, il est très difficile à appréhender. Est-ce qu'on parle d'un référentiel lié au poste? Est-ce qu'on parle d'un référentiel plus ouvert, qu'on voit émerger avec un certain nombre de solutions en ce moment?
comment finalement on va bâtir ce référentiel, comment on va évaluer les compétences, puis comment on va le maintenir, parce que tout ça, ça bouge beaucoup. Donc finalement, le digital learning, hein, qu'est-ce qu'il va permettre de faire, ou au moins faciliter? Il va déjà faciliter l'accès à ce contenu de formation, puisqu'on a vu que le digital learning, d'un point de vue modalité, est plus souple. C'est un peu plus au moment où ça peut arranger l'apprenant, ou à des moments où finalement il n'est pas forcément en salle en train d'écouter un cours. On va être sur des formats souvent plus courts, hein, donc qui convient peut-être mieux aujourd'hui. On a de moins en moins de temps pour se former et finalement le digital répond à une partie de cela. Le digital learning va aussi souvent proposer un peu plus d'individualisation de la formation. Quand vous êtes en salle présentielle, vous avez une audience et finalement peut-être moins d'individualisation de la formation qui est présentée. Donc on voit finalement que ces modalités de formation digitale, de par cela, vont permettre plus facilement de développer les compétences, notamment ce qu'on appelle les soft skills. Alors on oppose souvent un soft skills, hard skills. Soft skills, ça va être par exemple la capacité à s'adapter, ce genre de choses. Et puis sur des hard skills, là on va être plus sur de la formation sur le poste du travail ou de la formation plus classique. Mais on voit vraiment cet apport de la formation digitale. Et l'effet un peu corollaire de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les organisations ont des difficultés à attirer et fidéliser des collaborateurs, hein. On le voit dans tous les médias, on l'entend tout le temps. Et finalement, le digital learning, ça va donner une image assez moderne d'une organisation, finalement, qui met à disposition de ses collaborateurs cela. On va proposer des opportunités d'apprentissage très diverses et variées, très multiples, et on va être plus à la demande, hein, une fois de plus. Si j'ai 15 minutes pour me former, par exemple, au cours de ma pause déjeuner, une formation digitale de 5 à 10 minutes, je vais certainement pouvoir en bénéficier, ce qui en présentiel serait bien évidemment impossible. Vous parliez des soft skills. Comment ça s'insère le digital learning dans l'évaluation et la formation aux soft skills? Alors, le mot soft skills, effectivement, on va parler, par exemple, d'une capacité à s'adapter. On va parler de ces choses-là. La formation digitale, on va trouver des offres de formation, donc notamment des contenus de formation, qui vont permettre justement de développer cela. Il y a une pléthore d'éditeurs qui proposent des formations là-dessus, très diverses et variées. Alors diverses et variées à la fois en termes de format, en termes finalement de ce que l'on cherche à faire. Il y a des fournisseurs de contenu qui vont travailler beaucoup sur l'ancrage mémoriel, d'autres vont être finalement sur des choses où ils vont même inclure un petit peu de classe virtuelle, voire de coaching, hein, donc différentes modalités comme ça. Et ces soft skills, finalement, elles sont clés pour les organisations, peut-être même plus finalement que les hard skills, parce que c'est celles-là qui vont permettre de s'adapter au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, la question qui se pose pour les organisations, c'est presque plus comment je vais développer mes soft skills. Je dois continuer à développer mes hard skills, hein, ne nous trompons pas, mais comment je peux vraiment travailler sur ces soft skills pour assurer ma pérennité et le développement de mon organisation de demain. Globalement, quels seraient les avantages pour les entreprises du e-learning? Alors, il y en a un petit peu plusieurs, mais déjà, effectivement, on parle de cette facilité d'accès et de l'autonomie que vous donnez à l'apprenant. C'est-à-dire que finalement, par rapport à une formation présentielle qui était souvent poussée aux collaborateurs, on va donner la possibilité à la personne de se développer un petit peu et de chercher son propre développement. Alors, évidemment, ce que je suis en train de dire implique que le collaborateur se prend un peu plus en main, peut-être qu'il n'avait l'habitude de le faire, et que l'organisation va se transformer pour soutenir ça, hein. Le rôle des RH et le rôle des managers va être un peu différent de ce qu'il pouvait être. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, à mon sens, du digital learning, c'est vraiment cette proposition de format beaucoup plus différencié. On apprend tous de façon différente. Alors, pour prendre un exemple concret et un peu cliché, mais les jeunes générations, le format vidéo assez court leur convient très bien parce qu'ils en consomment énormément en dehors d'une activité professionnelle. Donc, finalement, le fait d'avoir cette proposition va finalement attirer l'apprenant davantage que d'aller 2 jours en formation sur telle ou telle thématique. Le troisième axe, au niveau de la formation digitale, c'est l'individualisation. J'en ai parlé. On va trouver des parcours beaucoup plus individualisés que des choses qui s'adressent à une audience plus large. Le dernier axe de la formation digitale qui est assez important, c'est ce qu'on appelle la gamification.
C'est-à-dire qu'on va rechercher finalement à récompenser l'apprenant, à créer de l'émulation entre les apprenants pour inciter les personnes à toujours plus se former, se développer, à toujours plus apprendre. Et ça, c'est vraiment important puisque certaines organisations avaient une culture assez limitée sur finalement le développement des apprenants, le développement des compétences, et le fait de travailler ces sujets, alors ça se fait pas en un jour et ça nécessite de la transformation, mais ça permet finalement d'avoir des organisations qui apprennent de plus en plus vite et de mieux en mieux. Et finalement, est-ce que selon vous, le digital learning pourrait aider les entreprises à évoluer en termes de business? Complètement. Pourquoi? Alors les deux termes très à la mode sur le développement des compétences, c'est upskill, reskill. Donc on va parler à la fois de développer une personne dans ses compétences actuelles, puis de les améliorer, voire même de les mettre à jour ou de les maintenir, et tout ce qui va être transformation finalement de compétences. Alors là, la crise du Covid de nouveau a eu cet effet catalyseur. Il y a des métiers comme par exemple l'événementiel ou la restauration qui du jour au lendemain se sont fermés, puis on a vu que des personnes se reconvertissaient dans différents autres métiers où là, il y avait beaucoup plus de demandes. Donc finalement, le digital learning a contribué à complètement transformer un certain nombre de personnes d'un point de vue des compétences, de les adapter pour pouvoir prendre un nouveau métier. Et ça, vous pouvez aussi l'adapter dans n'importe quelle organisation. Si on prend les constructeurs automobiles, aujourd'hui, ils faisaient principalement du thermique, et puis dans les années à venir, même si le mouvement est largement commencé, on part vers l'électrique. Une voiture électrique, une voiture thermique, il y a un certain nombre de différences, c'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes poids, il y a un certain nombre de contraintes, et donc finalement, ça nécessite une adaptation des compétences, même si on reste dans la construction automobile. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle donc au public que vous pouvez poser vos questions et laisser des commentaires dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Et donc, on y répondra dans le dernier quart d'heure de cette table ronde. Florence, ce que Hugues vient de nous expliquer vous parle, j'imagine. Mais Oui. est-ce qu'avant de parler de votre retour d'expérience en tant que donc directrice de l'apprentissage, enfin directrice du centre d'expertise learning de Nexence, est-ce que vous pourriez nous présenter Nexence et Oui. les problématiques en matière d'apprentissage digital? Alors Nexence, c'est un producteur de câbles électriques et télécoms. C'est une société française qui est survivante d'Alcatel, qui disait pas d'usine, et donc qui s'est débarrassée de ces câbles électriques et qui en 2018 était en crise avec une action à 25 € et aujourd'hui, en 2022, l'action doit être à 80 € et elle a pointé à 95 il y a quelques jours. Alors donc nous avons fait une transformation radicale et en particulier, positionner l'entreprise, sur, l'électrification du monde, donc divestiture des éléments télécoms et investissement sur, l'électrification, et aussi l'innovation, des produits de câbles qui sont commoditisés, qui, sont vendus aussi dans le service et cetera. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour vous donner la mesure de l'enjeu d'apprentissage, auquel nous avons fait face, et un enjeu d'une part de restauration de notre profitabilité, de notre crédibilité sur le marché, et maintenant depuis 2022 en particulier, 2021-2022, l'enjeu d'upskilling et dans le même temps, évidemment puisque nous avions été en difficulté, en 2018, une réorganisation qui fait que, les ressources RH, sont passées à la coupe franche, comme d'autres fonctions. Donc du coup, le digital, learning qui était véritablement sous-exploité, il y avait des initiatives, était sous-exploité à ce moment-là, a été, dès avant la pandémie et on va en parler, a été, placé en front line de l'action des actions de formation du fait baisse de ressources, mais surtout, des challenges et donc moi, je suis à la tête, de ce centre d'expertise learning au niveau du groupe et je suis en charge de coordonner la gouvernance et la stratégie learning à travers, la fonction RH et mon leadership team, RH. Je suis en charge, de notre plateforme principale nos plateformes principales de learning digital. On en a plusieurs, donc Cornerstone. Et je suis en charge des programmes transverses qui soient régaliens, la sécurité, la compliance et cetera,
ou alors des programmes qui sont liés à la transformation, soit pour tout le monde, type diversity and inclusion, corporate social responsibility. Excusez-moi des mots anglais, mais je travaille en anglais 100% quasiment. Et puis des programmes spécifiques à certaines fonctions qui sont en révolution pour répondre à la stratégie, les innovateurs, le sales and marketing, la SIT, etc. Voilà. D'accord. Chez Nexens, vous avez mis en place vraiment une vraie stratégie autour du digital learning. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les enjeux en matière de formation et la place du digital learning du coup dans ce cadre? Voilà, donc je vous ai donné le contexte économique. Et effectivement, 2018-2020, 2021, l'enjeu c'était retour à la profitabilité. Et donc de ce point de vue-là, il y avait à la fois optimisation de nos ressources et de la façon dont on diffusait le savoir, et puis apprentissage transverse. Et là, j'ai un exemple particulier, notamment pendant la pandémie, où le CEO de Nexens, qui est très, très impliqué dans le learning, nous a confié sa méthodologie de profitabilité des business units qu'il mettait en œuvre depuis 2016 à travers des équipes dédiées. Il nous l'a confié, il nous l'a dit: «Maintenant, j'ai besoin que, notamment sur la gestion du fonds de roulement, l'operating working capital, des équipes opérationnelles comprennent plus et mieux quoi faire pour préserver notre cash». Et là, on était vraiment dans une pandémie et dans un risque financier économique fort, hein, si vous vous souvenez d'avril 2020. Et donc il nous a confié ces éléments-là en disant: «Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les personnes hem, intègrent un certain nombre d'éléments de pilotage et d'efficacité?» Et c'est là qu'est née une série de 6 e-learning autour de la gestion de l'operating working capital d'un point de vue opérationnel. Je suis un commercial, comment je réduis mes délais de paiement? Comment je vais chercher mes overdues? Je suis un industriel, comment j'optimise un maximum mes stocks pour avoir le minimum possible de BFR engagés dans mes stocks. Et donc là, c'est vraiment l'enjeu learning de mettre tout le monde aligné sur un certain nombre de concepts et atteindre tout le monde. Nexens, c'est une société qui est sur tous les continents avec une cinquantaine d'usines et donc il fallait pouvoir les atteindre vite. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu qui était la transformation elle-même de l'entreprise en learning organization. Et donc, comme l'a expliqué Hugues, la modalité de digital learning autonomise l'apprenant, de e-learning autonomise l'apprenant et rend la formation, le support de formation, le support de savoir accessible. Alors, il y a une question linguistique qui est très importante, malheureusement encore, mais en tout cas, c'est accessible un certain nombre, enfin, rapidement, entre guillemets «gratuitement», pas tout à fait, mais quand même, il y a des investissements, mais pour l'apprenant, c'est gratuit. Il a pas besoin de demander, de l'autorisation de son manager et cetera. Il peut se former tout seul, d'avoir donc cet écosystème qui permet de savoir qui soit, cadré, organisé selon les thématiques de l'entreprise, avec des ressources qui sont validées, donc qui permettent d'avoir cette, dynamique, d'organisation apprenante. L'organisation apprenante étant bien plus que ça, bien sûr, mais sur cette partie-là en particulier, d'avoir cet écosystème. Et puis en fait ensuite, le troisième enjeu lié à notre, stratégie, c'est le pivot des fonctions en particulier, c'est-à-dire, la transformation sales and marketing, et donc là, créer tout un à partir de nouveaux modes opératoires et de nouveaux jobs avec des nouvelles compétences. Et là, on injecte vraiment, on demande de nouvelles compétences, de créer l'offre de savoir et de formation digitale, en plus de la formation présentielle, qui permettra d'aligner l'ensemble de la fonction, et cela au niveau global. Voilà. On l'utilise assez souvent, cette expression d'organisation apprenante. Est-ce que vous pourriez juste la définir, expliquer ce que c'est concrètement? Alors, l'organisation apprenante, c'est cette dynamique d'organisation où les équipes et les individus sont comment dire? En observation, en réflexion permanente sur ce qu'ils font, pour voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et sont en capacité, selon les objectifs stratégiques qui sont donnés, ça c'est très important, parce qu'une organisation qui sait pas où elle va, elle peut pas apprendre correctement, mais qui sont en capacité
d'absorber des nouveaux savoirs et de mettre en œuvre des nouvelles habitudes par elle-même. Voilà, donc que ce soit organique, qu'il n'y ait pas. En fait, on n'est pas dans un système où voilà, je te forme et puis tu sais faire ça. On doit être dans un système où les choses sont imbriquées les uns dans les autres. J'ai un projet stratégique, je dois savoir faire ci, savoir faire ça, revoir la façon de faire de l'idéation pour trouver des nouvelles innovations. Et ben comment je vais faire? Et là, en équipe et individuellement, je le fais. Donc c'est un concept qui peut être un peu diffus. Après, ma perception en tant que je suis fournisseur de services learning. Moi, ma perception, c'est de dire sur le learning, c'est quelle est la base de savoir et aussi de tutoriels, de guides, de comportements, etc., que je peux apporter aux équipes qui sont cohérentes avec la stratégie et avec les enjeux de l'entreprise pour qu'elles aient ces choses-là et qu'elles puissent agir et être actifs dans le learning organization. Voilà, donc je suis une partie de la learning organization en réalité. Alors, je peux aussi travailler sur les comportements managériaux. C'est un sujet pour 2023 pour générer cette dynamique à l'intérieur. Ça peut faire partie d'une formation ou d'une offre particulière pour que les managers agissent différemment. On essaye de le faire, bien sûr, hein, mais là, il faut envoyer du lourd en termes de culture et de dynamique. On y reviendra sur ça justement, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour répondre à tous vos objectifs, effectivement, ce que vous avez mis concrètement en place en matière de digital learning et en Ouais, quoi ça peut être mis au service vraiment de la de la transformation transformation. de... De Ouais. Nexence. Oui, alors je suis arrivée dans ce que j'appelle un brownfield, c'est-à-dire, il y avait des choses, un greenfield, c'est il y a rien, il faut tout construire. Là, il y avait des choses, on avait déjà une plateforme LMS, on avait aussi une plateforme, LXP, Learning Experience Platform, avec des initiatives par fonction, notamment finance, achat, de création d'académies digitales. Tous ces éléments-là étaient disparates et très peu connus, à part dans les fonctions justement où ils avaient eu une académie. Il n'y avait pas, de réflexe de digital learning et le seul contact digital learning que les gens avaient en général, c'était, au mois de juin, un e-learning compliance très mal fait. Ils savaient même pas que c'était sur un LMS, voilà. Donc on est parti de là. Ce que j'ai commencé par faire tout simplement, c'est de faire l'état des lieux, le diagnostic de tous ces outils et de les rassembler. On avait des abonnements, Get Abstract, etc. On a rassemblé tous les outils dans un portail qui est donc hébergé chez Cornerstone, où l'idée c'était de créer le réflexe chez les personnes de j'ai un besoin de formation, je vais sur l'intranet, sur le portail qu'on a appelé My Learning et je vais y trouver, quelque chose selon mon métier, selon mes enjeux. Donc ça a été la première étape, de création de ce portail. Ensuite, la deuxième étape, avec les petits moyens qu'on avait, ça a été de faire, des analyses au niveau make or buy. Est-ce qu'il y a des choses que je fais moi-même? Quel est l'intérêt de le faire moi-même par rapport à mes ressources qui sont limitées? Est-ce qu'il y a des choses que je vais prendre à l'extérieur? Alors sur l'extérieur, c'est simple, on utilise à fond, les cours qu'on trouve sur Coursera, sur edX et cetera. Ces cours-là, cette offre-là, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe maintenant. Oui, je crois 2012, c'était mon compte Coursera, et donc il y a énormément de maturité sur la façon dont ces cours sont faits. C'était pas très bien il y a 10 ans, maintenant c'est très bien et surtout, c'est des universités reconnues et les certificats sont reconnus. Donc les apprenants, ils apprécient le truc. C'est aussi un truc de dire, il y a des sujets sur lesquels je laisse faire les spécialistes. Je ne fais pas un truc Nexence spécifique, Mmh. je prends de l'extérieur. Donc on a fait des actions de curation autour de ces cours-là. On n'a pas pris d'abonnement avec eux, on a juste dit: «Voilà, tel cours, tel cours, tel cours, il est très bien», et on a d'excellentes consommations, ce qui nous a permis de vraiment remplumer notre catalogue. Et puis il y a la partie make. Donc là, la partie make, c'est quels sont les sujets sur lesquels moi, Nexence, j'ai besoin de construire du contenu. Je vous ai parlé de Working Capital, le truc BFR. C'était super important qu'on ait dans ce digital learning, dans ces modules, des témoignages de Nexence, qu'on puisse dire que c'était la méthodologie Nexence, c'était un engagement. C'est la même chose pour la Compliance Week. Alors la Compliance Week, on a remplacé le petit cours Compliance chaque année par une série de micro-learning qui sont faits par les experts internes
autour du cybersécurité, autour d'antifraude, antitrust, enfin chaque année on a un nouveau curriculum qui dure entre 1 heure et demie et 2 heures, et on dit aux gens, vous avez de telle date à telle date, c'est en septembre, pour faire ces e-learning là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que forcément, on les fait en interne, on les fait rapidement, on les traduit en 11 langues, et c'est pas de la top qualité, c'est pas ce que j'appelle consumer grade, mais c'est fait par l'interne. Et donc les gens apprécient. Il y a des cas internes. Là, ça vaut la peine. Et surtout, ce que j'ai dit à mes équipes, c'est que il fallait que cette compliance week, même si on faisait de l'interne et pas de la qualité top, il fallait une qualité suffisante pour que les gens n'aient pas une mauvaise expérience de la Compliance Week. Ce que ça illustre également, la Compliance Week, c'est le fait de créer un événement. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui font des Learning Week, etc. On n'en est pas encore là, on va y arriver. Mais autour de la Compliance Week, c'est une semaine et tout le monde en parle, on fait du buzz autour de ça. Donc, c'est créer quelque chose où même si la personne, elle est seule devant son ordinateur, elle aura une expérience collective d'une manière ou d'une autre. C'était pareil pour Working Capital. En fait, on l'administre usine par usine et on demande à tout le staff managérial de le faire en même temps, un module par semaine. Comme ça, à la machine à café, ils peuvent en parler. Donc, ils sont pas tout seuls sur le sujet et ils montent en puissance eux-mêmes. Voilà, en collectif, eux-mêmes. Voilà, donc cette stratégie make or buy, elle est très importante. J'avoue quand même que d'un point de vue du contenu, en 3 ans, on a sorti Working Cap, Diversity and Inclusion, CSR, on est sur un module Planète, sur un training Planète. On est en train de créer des modules pour le marketing, pour notre recette de marketing. Donc c'est énorme en fait comme sujet. Et la sécurité aussi, on a créé nos propres modules de management de la sécurité parce que aucun prestataire ne fournit des modules destinés aux managers pour comprendre comment gérer la sécurité. Donc, on les a fait nous-mêmes. Voilà. Donc, d'un point de vue stratégique, est-ce qu'on peut dire que vous avez mis en place un programme de digital learning qui est au service de la transformation de Nexence? Tout à fait, parce que on a suivi vraiment la feuille de route du CEO. Et en choisissant effectivement les thématiques les plus importantes. À la fois, on a suivi la feuille de route du CEO, c'est-à-dire revenir à la profitabilité, puis expandre, devenir innovant, etc. Et on est en plein dedans. La preuve en est que chaque projet de transformation, un des messages clés qui est donné aux managers et aux équipes, c'est vous allez avoir une offre de learning. Il va y avoir quelque chose de particulier autour de ça. Donc, c'est vraiment présenté. Alors, un peu trop à mon goût parce qu'il y a toute la partie change management qui est important et opérationnelle qui est importante. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte particulièrement sur OWC, et ce auquel je ne croyais pas avant, mais là maintenant j'y crois, c'est à quel point le fait de donner de la formation, alors qu'elle soit présentielle ou digitale, en fait engage l'apprenant. En sens engage l'apprenant dans le projet de l'entreprise. Alors j'ai la chance d'avoir une entreprise qui a revu son projet, qui a revu sa mission, qui a revu ses valeurs. Donc ça aide. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de la gratitude, j'ai été formée, donc je peux y aller. Et rien que, en fait, les gens sont pas bêtes. Ce qu'on a mis dans les learning digitaux, c'est pas des trucs hyper scientifiques, hyper compliqués. Les gens, c'est ces choses de bon sens. Mais c'est leur dire dans ce type d'environnement, dans ce type de formation, comment agir, ça les engage, ça les rassure. Je vois une question sur le chat qui est: la personne formée ne risque-t-elle pas de quitter l'entreprise? Moi, je crois au contraire, et je le sais puisque on a fait des workshops sur notre Employee Value Proposition, notre marque employeur, le learning comme un des premiers avantages à rester chez Nexence. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas il y a quelque temps. Donc c'est assez. Alors ça dépend des secteurs en fait. Je suis dans un secteur industriel, manufacturier. Ça peut être très différent si on est dans un secteur de type conseil, etc. L'offre de learning aujourd'hui, elle satisfait mon audience et donc elle engage les gens à rester et à agir mieux pour l'entreprise. Donc, vous avez perçu un impact depuis la mise en place de cette stratégie en matière de performance, d'engagement, plus globalement aussi de montée en compétences? Tout à fait. Alors, on est encore en train de patauger sur les datas pour, bien, percevoir l'impact. Alors on dit, avant le digital learning, on était à 17 minutes de learning digital par an par, salarié. Aujourd'hui, on est à peu près là sur 2022, je pense qu'on va atteindre les 6-8 heures à peu près.
par an, ce qui est pas mal en moyenne par salarié. Donc là, on voit donc la consommation, le changement des habitudes. Ce qu'on voit, également, donc je parlais de la marque employeur, c'est-à-dire que réellement, les personnes, sont reconnaissantes, de l'effort qui est fait. Le sentiment aussi, alors ça c'est important, c'est lié à mon contexte, hein. 2018, entreprise industrielle, on était un peu, comment dire? Humble et puis voilà, c'était l'usine, quoi. Et d'un coup, avec le digital learning et il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ça participe du fait qu'on se positionne comme une entreprise innovante, plus innovante. Et ça, d'un point de vue perception du salarié, et je rappelle encore, hein, ça serait peut-être pas la même chose chez Microsoft, mais chez nous, ça a de l'importance. C'est-à-dire qu'on a aidé le corps social à se projeter, heu, dans un comment dire? Dans un secteur de façon, voilà, plus sophistiquée et cetera. On voit, des gens, j'ai des témoignages, alors je fais beaucoup de qualitatif en fait, hein, il y a pas trop de quantitatif, mais le qualitatif, j'ai 2 ans plus tard, j'ai des gens qui quand ils me croisent, ils me disent: «Tu sais, je suis allé revoir le module, working capital pour être sûr que je faisais bien mon travail sur ce sujet-là». Donc là, voilà, ça reste, voilà. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'impact. Le fait est aussi que, bah, le CEO est très content, l'excom est extrêmement enfin, l'executive committee est extrêmement content de ce qu'on fait. Donc voilà, on continue quoi. D'accord. Et donc du coup, chez Nexens, comment vous voyez la suite de votre projet de digital learning? Est-ce qu'il y a des projets Alors il y a encore beaucoup de projets, d'amélioration? il y a le projet, il y a encore beaucoup de projets de contenu, en face de nous, et ça c'est malheureusement extrêmement consommateur de temps. J'ai vu qu'il y avait une question, on pourra y revenir sur, la création de learning par les personnes elles-mêmes. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place justement pour que mon équipe soit un petit peu moins occupée. Donc ça, il y a beaucoup de contenu. La question de l'automatisation, elle se pose, c'est-à-dire avoir une plateforme qui est un petit peu plus, qui fournit des suggestions plus en lien avec, les profils des personnes. Mais c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on aura encore un peu de temps avant que ça arrive. Enfin, il y a beaucoup de travail en fait à faire pour savoir quelle est la bonne solution. J'ai pas encore été, enfin j'ai pas eu d'effet waouh sur les outils, donc il faut que je m'y penche. C'est aussi une question de temps, hein. Voilà. Et puis, comme je le disais aussi, c'est l'organisation apprenante. Donc là, on sort du digital learning, mais effectivement, maintenant que j'ai bien établi cette base de connaissances digitales qui permet aux gens d'aller sur ce qu'on appelle dans l'organisation apprenante le personal mastery, c'est-à-dire l'expertise interne. J'ai des ressources pour faire mon expertise interne. Comment je génère cette dynamique organisationnelle où les équipes et les individus sont en apprentissage permanent? Voilà. Très bien. Alors avant de passer aux questions-réponses, j'aurais plusieurs questions à vous poser pour que vous puissiez confronter tous les deux vos avis pendant une petite quinzaine de minutes. Florence, déjà, est-ce que vous avez rencontré des freins ou des difficultés pour mettre en place votre programme de digital learning? Et du coup, est-ce que vous Alors, voyez des des freins? difficultés, des freins, pas autant que je n'imaginais. C'est-à-dire que la l'adoption immédiate de modalités pédagogiques digitales qui n'existaient pas avant, a fait que d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle un hype quoi, ça a fait le buzz, donc très bien. Par contre, on a quelques obstacles à prendre en compte. Alors la langue, dans un secteur industriel et dans certaines régions du monde, l'anglais n'est pas la langue, utilisée. Ça dépend des métiers aussi, mais même pour mes équipes sales, je suis obligée de traduire, hein, dans plusieurs langues. Donc ça c'est problématique et ça c'est malheureusement du temps à basse valeur ajoutée. Ensuite, on a quelques soucis techniques. Alors les cols blancs n'ont pas de problème technique pour accéder, aux outils et on les voit de plus en plus utiliser le mobile. Ce que je fais ça doucement parce qu'il y a des histoires de cybersécurité, donc je fais attention à ça. Par contre, au niveau des cols bleus, d'une part, par défaut, normalement, ils n'ont pas accès au digital learning parce qu'ils n'ont pas de licence, 365. Certaines usines
l'ont mis en place. Donc on fait des essais avec elles et le problème qu'on a, c'est que sur ces environnements-là, le système informatique est pas la bande passante est pas forcément bonne, le, le hardware est pas forcément bon, il y a pas le son et cetera et puis aussi, il faut le dire, il faut le regarder en face et je pense que nous, en tant qu'entreprise, responsable, on a une responsabilité. Il y a une partie de la population d'école bleue qui sait naviguer parce que ça ressemble à ce qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours et il y a une autre partie, à peu près la quarantaine et plus où ça p je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais que ça peut être plus compliqué. Donc on a un sujet d'acculturation à faire et on le traite en France, par exemple. Alors, c'est les business units qui le font, elles-mêmes, hein, c'est pas moi qui traite en centrale. Mais par exemple, en France, on travaille avec une association qui s'appelle Médiation numérique, alors je sais pas si c'est le nom de l'association ou la formation, mais en tout cas, c'est une formation qu'on appelle Médiation numérique où des ouvriers sont, initiés à Outlook, Yammer, l'utilisation des réseaux sociaux. Alors il y a une partie initiation dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel, et puis à la cybersécurité et l'apprentissage digital en fait partie. Donc ces personnes-là, après, ils ont fait la formation, ils ont ils ont une licence, ils peuvent utiliser My Learning et cetera. Donc là, on fait ça, petit à petit. On va devoir accélérer puisque on a des projets Industrie 4.0 qui nécessiteront, l'usage, du digital, de plus en plus pour l'école bleue. Voilà, d'autres freins, il y a un frein budgétaire, hein, les c'est plus la foire au budget comme ça l'était il y a une dizaine d'années dans le monde de la formation. Donc chaque projet, c'est un business case, c'est une curation très précise, c'est on sait exactement ce qu'on va prendre, on sait comment on va le packager. Si je j'amène pas ça à mon management, j'ai pas le budget. Donc c'est vraiment très, très rigoureux et du coup, c'est aussi pour ça qu'on regarde de très près les consommations. Voilà. Et Hugues, du coup, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous voyez d'autres écueils aussi à éviter? Non, la plupart des freins ont été bien évoqués. Il y a peut-être aussi un frein qui n'a pas été évoqué et que Florence a sans doute rencontré largement, peut-être même plus que moi. Il peut y avoir dans des organisations le sentiment, excusez-moi, par certains collaborateurs que quand ils ne sont pas en salle de formation avec un formateur, ils ne sont pas vraiment en formation. Et c'est vrai que le digital learning, il faut un peu faire attention à ce sujet-là, c'est-à-dire de bien faire comprendre aux personnes que la formation digitale, c'est de la formation. Elle ne va jamais suffire à elle-même, hein. J'ai vu une question dans le chat qui dit mais est-ce qu'on peut tout faire en digital? Non, on ne peut pas tout faire en digital et je l'ai dit, il faut de la mise en pratique, il faut de la mise en situation. Peut-être que vous allez mixer des modalités digitales et des modalités un petit peu plus classiques, mais finalement, il faut bien s'assurer que les collaborateurs soient dans l'état d'esprit que lorsqu'ils sont en train de se former derrière un e-learning ou une formation digitale, peu importe, ils sont bien en formation, ils vont la mettre en pratique et ça va contribuer au développement de leurs compétences. Et ce point, effectivement, n'est pas évident dans toutes les organisations, n'est pas évident selon les populations. Donc, Florence a parlé, par exemple, effectivement, de populations col bleu qui sont peut-être plus habituées à de la formation, soit sur le terrain, soit en mode présentiel, et pour qui faire du digital, c'est pas si facile que ça. Mais toute population qui se met à cette formation digitale ou à qui on propose du digital doit aussi bien comprendre que c'est de la formation à proprement parler. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que Florence l'a un petit peu souligné, il y a 10 ans, il y avait des formations digitales qui n'étaient pas qualitativement satisfaisantes. Aujourd'hui, vous trouvez un certain nombre de modules assez courts, très axés sur de l'ancrage mémoriel, qui donnent des résultats extrêmement probants. Je redis, et c'est vraiment, ce sera peut-être partie du jeu de questions-réponses, hein, la formation digitale ne se suffit pas à elle toute seule, il faut de la mise en situation, de la mise en pratique comme n'importe quelle formation. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Hugues. Et c'est important, oui, effectivement, de packager le learning dans, dans une mise en application, et donc c'est pour ça que, par exemple, que les plateformes de LXP avec des modalités de conversation entre les apprenants, des mini challenges, des utilisations de téléphones portables pour ça aussi, sont vraiment, vraiment bien et vraiment efficaces. On n'obtient pas c'est pas une baguette magique, c'est pas une pilule magique, la formation. Ce qu'on obtient, ce sont des salariés
qui sont en meilleure confiance, à qui on a, qu'on a guidé dans quelles sont les connaissances qu'ils doivent avoir. Donc une fois qu'ils ont ça, on a plus de chances de réussir. C'est une obligation plutôt de moyens que de résultats de mon point de vue, mais voilà, c'est pas une baguette magique, mais ça marche quand c'est bien organisé et bien packagé. Vous parliez tout à l'heure du fait que le digital learning avant était moins bien considéré par les salariés. Est-ce qu'on peut dire que le Covid, enfin la crise en tout cas du Covid, a changé quelque chose, a créé un nouveau paradigme autour du digital learning? Ah carrément, mais bien sûr, tout simplement parce que, d'un coup, ils n'avaient que ça comme option pour se former dans un contexte où pour beaucoup d'entre nous, il y avait des nouvelles choses à traiter. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une efflorescence, de learning sur, gérer, l'hygiène au sein du bureau et cetera, ou même de learning sur le bien-être, pour essayer de garder les gens, en bonne santé mentale, hein, dans cette folie qui a été le Covid. Mais en tout cas, il y avait pas d'autre option et d'un coup, les gens se sont rendus compte que c'était aussi efficace. J'ai une histoire assez drôle où j'ai un expert sur la métallurgie, qui a un cours de 2 jours et ça faisait 2 ans que je lui disais: «Ce cours-là, il faut le mettre en digital parce que quand tu partiras à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire?» Et il me dit: «Oh, j'ai pas le temps» et cetera. 2 semaines après le début du confinement en France, il m'envoie une invitation à Outlook. Je t'invite à la première session métallurgie. On va faire 17 cours, sous Teams, en utilisant ces matériels et il a réussi alors qu'il formait une douzaine de personnes à chaque fois, il a eu 50 personnes, y compris des gens d'Austrie au milieu de la nuit, pour écouter son cours. Alors c'était pas des modalités pédagogiques idéales, mais du coup, ça a complètement cassé le truc et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un bon design pédagogique, un module d'une demi-heure, quand c'est un bon design pédagogique, ça peut être l'équivalent d'une demi-journée de formation présentielle. Donc la question du design est importante et effectivement, ça a cassé, des préjugés, et ça a aussi alors l'autre chose que je crois profondément, c'est que ça a autonomisé les gens. J'attends pas que la DRH, elle me dise quoi faire comme formation. C'est: «Ah, j'ai un sujet, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme? Tiens, je vais le faire». Et ça a engagé, énormément les gens, plus que je l'aurais jamais imaginé. Voilà. Florence, je voulais vous demander tout à l'heure, en fait, quelle articulation vous faites chez Nexence avec le présentiel? Alors, on est passé, de tout digital entre 2020-2022. Là, on est revenu sur le présentiel un petit peu plus, donc le balancier, est revenu de l'autre côté. Non, en l'occurrence, on est très classique, c'est-à-dire que maintenant on a vraiment mis en place, grâce à notre plateforme LXP, des parcours qui auront à la fois la partie digitale et la partie, présentielle et effectivement, ce qui est utile, c'est de se dire, par exemple, on a un programme de plant manager, et bien, on a fait une analyse complète des besoins de formation de ces gens-là et on a pu voir que dans notre catalogue digital, il y avait beaucoup d'éléments qui sont purement du savoir, qui nécessitent pas de l'interaction véritablement, qu'on avait en digital, soit qu'on avait fait nous-mêmes, soit qu'on avait, acheté ou, identifié chez d'autres. Et donc là, on a créé un curriculum pour eux sur une année complète et par contre, il y a des éléments, par exemple, on a une simulation de gestion d'usine qui est absolument géniale, et ça se fait en présentiel et puis aussi la rencontre avec, des experts, internes et cetera, ça se fait en présentiel. Donc ça, je pense qu'on ça existait déjà avant la pandémie, hein, c'est pas la pandémie qui a changé le truc, mais maintenant, quand on dit aux gens: «Bah, vous commencerez votre programme, en allant sur la plateforme», personne va dire: «Oh là là, je sais pas comment faire», voilà et ils le font et je dois dire, je suis assez bluffée par mes collègues qui sont assez disciplinés, il y a toujours des gens qui font pas ce qu'on leur demande, hein, ça c'est, mais il y a un vrai appétit de learning qui fait que, ouais, ils font, on n'a pas besoin de taper avec le bâton pour qu'ils fassent, voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être tous les deux nous résumer un peu les clés de la réussite du digital learning pour une entreprise? Vous voulez commencer, Hugues? Non, non, allez-y, allez-y. Moi, je Je pense que compléterai. la le digital learning, bon et la formation, en tout cas le learning et développement dans son ensemble, la première clé du succès, c'est, véritablement d'être connecté, aux enjeux de l'entreprise et quand je dis ça, vous savez,
j'ai des collègues, ils font partie de fonctions RH, puis j'ai des collègues dans d'autres entreprises, ils sont directement liés à une fonction, ils sont pas dans la fonction RH. Et en fait, qu'est-ce que fait le learning? Il propose du contenu et de l'assistance à la création, enfin au savoir et à la mise en place de nouvelles habitudes pour une performance économique. Donc et une performance d'entreprise. Donc la première chose, c'est ça. Et de ce fait aussi, il faut avoir, véritablement il faut être à la fois à l'écoute des clients, donc entendre les demandes qu'ils nous font, alors j'aime pas dire, prendre la commande, hein, c'est pas ça l'idée, mais avoir donc cette connexion avec les clients, mais aussi être en proactif aussi, parce qu'il y a certains sujets auxquels ils vont pas penser. Donc par exemple, je savais dans la stratégie de Nexence qu'on allait, avoir beaucoup de turnover de personnes et notamment au niveau des cadres, qu'on allait avoir des nouvelles personnes qui allaient arriver parce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas, qu'il fallait acquérir. Bon, bah, dès 2020, j'ai mis en place un programme d'onboarding digital qui s'appelle Quick Start in Nexence. Personne me l'a demandé, hein. Mais j'ai dit: «Là, si on n'a pas quelque chose qui permette à ces gens de comprendre Nexence plus vite, ils vont se planter et c'est nous qui allons nous planter». Donc être, à la fois à l'écoute et en proposition, des clients. Et il faut pas avoir peur de son expertise aussi par rapport à ça. C'est aussi des sujets sur lesquels, il y a une expertise qui existe. Elle est très anglo-saxonne, je dois le dire. Il y a des choses bien qui se font en France, mais il faut pouvoir, proposer son expertise comme ça. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, d'être agile au sens, il y a plein d'outils, il y a des plateformes très élaborées comme celle d'Hugues, il y a des outils qui sont plus faciles d'accès, par exemple de création de contenu. On peut faire des trucs avec, YouTube, on peut faire des montages vidéo, on peut avoir différents niveaux de qualité, et des jeunes aujourd'hui et j'ai 3 apprentis dans mon équipe, ils font des trucs merveilleux en étant des apprentis. Donc faut être assez agile et il faut être assez souple sur les formats. Et je voyais d'ailleurs une question, sur le fait, comment faire générer du contenu par les utilisateurs eux-mêmes, par les collaborateurs eux-mêmes. Il y a un élément que je crois important, c'est de lâcher prise aussi. On n'est pas, on sera jamais sur du contenu pédagogique, bon à la virgule près. Et ça, c'est quelque chose enfin moi, je suis beaucoup dans le lâcher prise, dans le faire confiance, sur, le fait qu'il y ait une expertise, qu'il y ait, par exemple, un learning, il va être construit et puis il pourra peut-être être modifié au fur et à mesure qu'on comprend le sujet. C'est pas grave, it's OK. La qualité de la vidéo est pas terrible, mais j'ai le bon expert qui parle, c'est pas grave, it's OK. Et j'avance comme ça. Voilà. Et puis le troisième facteur clé de succès, c'est le learner experience, c'est-à-dire de traiter les collaborateurs ou nos collègues comme des consommateurs, parce que eux, ils sont très sollicités par l'externe, par les médias, etc. Et donc avoir une approche qui soit aussi attractive et facile d'utilisation. Donc le choix du LMS, des plateformes et la capacité à en faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qu'ils ont dans leur vie de tous les jours, c'est super important. Et puis, avoir, des fonctionnalités d'échange où ils se sentent pas tout seuls, ou, d'avoir, voilà, l'implication de leurs collègues dans le learning, enfin dans la production de learning, c'est super important. Donc avoir cette centricité apprenant, en tête. Donc connecté à la stratégie, de la flexibilité et la centricité apprenant. Voilà, c'est mes 3 piliers. OK. Il nous reste, à peu près 15 minutes normalement, mais on peut dépasser un petit peu si on veut, donc il n'y a pas de problème. On peut passer aux questions-réponses si vous voulez. Il y a une question d'Adrien qui est intéressante. Alors il dit: «Se former pendant la pause déjeuner à l'aide, du e-learning?» Point d'interrogation. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux parfois demander aux managers de bloquer du temps dans leur planning, enfin dans Oui. le planning de leur équipe pour être libre, de se former? Oui, Alors, alors ouais, je sais pas, Hugues, allez-y. oui, en fait, je voulais juste répondre, parce que c'est moi qui ai parlé des 15 minutes dans la pause déjeuner. Alors, c'était un peu une illustration du fait que finalement, le digital learning, c'est un peu quand la personne a du temps pour se former. Alors, j'ai pris l'exemple de la pause déjeuner. Ça peut être avant de prendre son poste le matin, ça peut être le soir avant de partir, ça peut être chez soi. C'était juste un exemple. Alors, vous évoquez, Monsieur Nina, le fait de demander au manager, au service formation, peu importe, de bloquer du temps dans le planning. Bah, effectivement, il y a ce que les sociétés font certaines, des development days, des semaines de la formation de conformité qu'évoquait à juste titre Florence. Donc en fait, c'est vous, par votre connaissance de votre organisation, qu'allez trouver la modalité
qui va le mieux convenir finalement à ce que vous cherchez à faire. Et je rejoins Florent sur le fait que ça doit être en lien avec les stratégies de l'entreprise. Donc, si vous voulez mettre en place trimestriellement ou mensuellement une journée consacrée à la formation, ou si vous voulez faire la semaine consacrée à ça, ou si vous voulez faire, par exemple, un programme trimestriel avec du rafraîchissement sur, par exemple, des thématiques assez courantes aujourd'hui comme la diversité et l'inclusion, tout à fait. C'est, je dirais, ce besoin d'adaptabilité à votre organisation que vous allez mettre en place. Et le dernier point que je veux souligner, c'est que, et Florence l'a exprimé, c'est que finalement, il va falloir que les services formation osent un peu faire des choses, accepter que des choses marchent, que des choses ne marchent pas, donc mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ne pas hésiter à ne plus faire quelque chose qui ne marche pas. Si une journée de développement par mois marche très bien dans votre organisation, faites-le et vous en tirerez beaucoup de bénéfices. Ouais, je vous rejoins complètement, Hugues. C'est bon, de mon point de vue, le learning digital, en particulier les programmes que l'on va packager, que l'on va diffuser comme étant importants, c'est sur le temps de travail et pas autrement. Bon, après, moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais le temps et qui font ça le dimanche. Voilà, mais bon, c'est mon choix aussi. Heu, donc ça, c'est important de le dire et de le redire. Et on n'a pas encore mis en place de dispositif type semaine de la formation, et cetera, mais on les regarde, on est en train d'y réfléchir. Ce qu'on dit aux managers dans un premier temps, c'est donnez-leur le temps. Et aussi, c'est pas que de donner le temps, c'est tu vas faire ce module-là, pourquoi tu vas le faire et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre, etc. C'est d'accompagner leurs collaborateurs. Donc du coup, ça rentre dans la journée de travail. Il y a quelque chose qu'on essaie quand même, enfin qu'on souhaite développer, c'est quand même c'est la notion d'être un apprenant, d'être curieux. Bah oui, bah moi j'écoute des podcasts pendant que je fais ma cuisine le dimanche, et souvent ce sont des podcasts où j'apprends des choses. Donc je suis en apprentissage permanent, je suis toujours en train de lire un bouquin de management, etc. Le digital learning peut en faire partie aussi, et ça se fait. C'est aussi pour ma carrière, quoi. C'est pour moi. Hein, comme disait l'autre, je vais peut-être quitter l'entreprise un jour, donc voilà, je me prépare. Donc ça, on promeut ce genre de comportement parce que on considère que ça participe de l'état d'esprit que l'on souhaite avoir. Apprenant permanent, curieux permanent, c'est ce que dit le CEO, etc. Donc c'est voilà, mais effectivement, sinon c'est le temps de travail sur le learning packagé. Voilà. Justement, la même personne qui vous demandait si la personne formée risquait de quitter l'entreprise, Jean Watin-Augoire, demande si le digital learning peut révéler des compétences cachées et des vocations ignorées. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai vu des personnes émerger. Alors en ce moment, on le fait plus, mais il y a 2 ans, quand on a démarré, on faisait le Learner of the Month. Donc nous, ça nous permettait d'identifier les gens. Alors, j'ai été dans le passé HRBP, industriel pour la même société. J'ai vu apparaître des noms que j'avais vus dans mes revues de talent, mais qui étaient pas, mais en fait, derrière, ben, on voyait qu'ils étaient des top learners. Et là, on voit des gens qui se font une réputation à travers ça. J'ai même, un collaborateur au Liban qui a une chaîne YouTube sur Power BI. C'est hyper drôle à regarder. Je vais peut-être récupérer ses contenus. Voilà, donc ça oui, c'est ça, on voit des gens qui sortent du alors par exemple pour ma fonction innovation, j'avais tout un groupe de gens qui sont des doctorants, des spécialistes du câble, des matériaux, et cetera. Donc ils sont dans un univers plutôt académique, toujours très intéressés par le savoir. Ça fait pas Ils ont toujours été très intéressés, mais là, leur challenge, c'est d'utiliser ce savoir, cette expertise pour innover, proposer des produits nouveaux. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas tous. On a créé un parcours que j'appelle le MBA de l'innovation. Tous les mois, il y avait un cours différent, et des cours qui pouvaient aller de 2 heures ou alors 12 heures. Avec le MIT en particulier, il y a des super cours au MIT, ou de 5 heures sur le business canvas. Et donc, ce groupe-là de 20 personnes, on leur a fait faire ce parcours. Alors, à moitié obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'allait pas non plus, vérifier s'ils le faisaient ou pas. On leur avait dit: «Vous allez en discuter entre vous, c'est vous qui voyez, c'est votre performance», mais on sait que le groupe a suivi ce curriculum. Et donc là, on a d'autres choses à faire vis-à-vis de cette population-là pour continuer l'upskilling, mais on a véritablement une dynamique, qui n'existait pas, au point où, ils se tournent vers moi, ils disent: «C'est quoi le prochain apprentissage?» et cetera. Donc oui, ça marche, ça peut marcher et ça peut révéler des talents.
D'accord. Il y a une autre question de Sylvia, Sylvia Chemoulac, qui vous demande justement, Florence, quels sont vos résultats en reskilling grâce au digital learning? Alors, on est encore sur le reskilling. Le plus gros projet qu'on a actuellement, c'est Sales and Marketing. Et quand je dis reskilling, là, on est sérieux là-dessus, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que nous avons, alors Sales and Marketing, vente et marketing, pour ceux qui voilà. Donc on est très sérieux sur ce sujet-là puisqu'on a redéfini l'ensemble des modèles opératoires, des descriptions de postes, et de la grille de compétences et donc des plans de développement de ces personnes. Et on a accompagné ça aussi, enfin toute la population pendant qu'on était en train de faire la redéfinition, on a quand même fait des évaluations à la fois de compétences techniques sur un certain nombre de sujets précis dont on sentait qu'on avait des trous et puis sur des compétences comportementales qu'on pensait vouloir, développer. Donc on était en avance de phase par rapport à nos grilles de compétences, mais on sentait que c'était important de le faire à ce moment-là pour pouvoir rejoindre la grille de compétences et l'état des lieux. Et là, on est un peu trop tôt parce que ce qui se passe, c'est qu'on commence à déployer le training, à partir du mois de septembre, là. On a déjà des équipes qui se sont notamment au niveau du marketing, qui ont commencé à se former et on voit des dynamiques. On a aussi une dynamique de fonction, c'est-à-dire qu'ils ont recruté du monde, ils ont redéfini leur process, redéfini le paradigme, du marketing. Donc, le training n'est pas le seul levier. C'est juste qu'on leur donne de la formation digitale, en fait, puisque voilà, et en même temps, on redéfinit la façon dont ils travaillent. Donc en marketing, on commence à avoir, ça commence à buzzer. En vente, là, on est au début du truc et ce qui est intéressant, c'est que comme on a fait des assessments et ben, on va savoir dans 1 an, on va pouvoir évaluer où en sont les personnes sur ces, compétences techniques spécifiques et ces compétences comportementales en refaisant, alors de façon sans doute plus légère, mais des évaluations ou en voyant comment on fait avec les managers. Voilà, donc c'est vraiment une démarche, alors là, c'est une démarche clé pour nous, critique. On l'appelle en anglais non pardon, Assess, Learn, Thrive. Donc on commence par l'assessment, on va ensuite sur l'apprentissage et ensuite on voit le thriving, c'est comment les gens s'épanouissent dans leur travail. Voilà. D'accord. Beaucoup de mots anglais, hein, mais Je suis désolée, c'est vraiment, comment c'est très difficile. J'ai passé 10 ans à l'extérieur de la France aussi, donc c'est aussi pour ça que j'ai du mal à tout traduire en français. Je fais de mon mieux. Pardon. d'ailleurs d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que learning, c'est un terme vraiment particulier, en fait, qui se traduit pas vraiment en français, c'est ça, non? Bah, c'est, la difficulté que je trouve moi en France, c'est que beaucoup de gens, réduisent, à la formation et comme il y a, beaucoup de process, alors comme j'ai été formée à l'étranger, je les connais pas bien, mais en tout cas, voilà, le stage de formation, on va passer un certain temps et cetera, alors que nous, on promeut l'apprentissage permanent. Donc learning, c'est apprentissage et il y a pas de direction de l'apprentissage en France. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot learning aussi. Voilà. Estelle Chevrelier demande comment s'assurer que le collaborateur reste bien engagé pendant les formations et comment s'assurer que ce format de digital learning soit bien considéré comme une réelle formation. C'est 2 très bonnes questions. Nous, au niveau de l'engagement, sur certains parcours sur lesquels on met beaucoup d'ingénierie pédagogique, il y a, des questions-réponses, qui nous permettent de mesurer, soit par le contenu de la réponse, soit par la qualité de la réponse, l'engagement des personnes au cours du parcours. Donc ça, c'est vraiment une modalité pédagogique qui est très importante à avoir. Faut s'éloigner du parcours du module de 45 minutes pour aller sur des parcours avec des micro-modules et des questionnements permanents. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un excellent, design pédagogique, investissez dans une formation Harvard et là, vous comprendrez de quoi je parle parce que c'est exactement ça. Ça permet d'avoir des apprenants très, très, très engagés. Donc mettez 1 500 € sur une formation Harvard, vous allez voir ce que c'est. Donc ça, c'est déjà dans le design. On a des enquêtes, forcément, alors sur des longs parcours, on fait des enquêtes intermédiaires, mais à la fin, on a une enquête et on a ce qu'on appelle le Net Promoter Score et on l'utilise pour tout le monde. Donc, sur une note de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez la formation ou pas? Si les personnes répondent 9 à 10, 9 ou 10, ça veut dire qu'ils le recommandent. Toute note en dessous,
Ils recommandent pas, en fait. Ils vont pas le faire. C'est une notion de marketing qu'on utilise, qu'il faut qu'on ait un Net Promoter Score, je connais pas l'équivalent français, pardon, qui soit, de, qui soit de au moins positif et ce que je dis aux équipes, c'est: «Il faut qu'on soit au-dessus de 25, quoi». Parce que voilà, c'est la compliance, la semaine de la conformité, bah, on est à 22 mais bon, c'est des sujets un peu secs, quoi, hein. C'est pas très sexy. Par contre, working capital, la formation BFR, besoin de fonds de roulement, on était à 45-50. Voilà, donc ça, c'est pas mal. On est plutôt content. La même Estelle demande, en fait, est-ce que vous avez des collaborateurs qui veulent absolument pas passer par du digital learning, qui, voilà, qui sont complètement fermés Et bah, à ma grande surprise, depuis 3 ans que je travaille sur le sujet, en dehors alors je parle des cols blancs là, qui est ma principale cible, j'ai jamais eu de retour négatif de cet ordre-là. Sur l'école bleue, j'ai fait des focus group et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont, en résistance. Il faut le respecter, c'est leur mode de vie est différent. Ils sont pas dans une usine pour rien. Ils ont pas un travail devant un ordinateur. Ils aiment être, au contact, manipuler les choses et cetera et ça c'est la diversité humaine donc ça me perturbe pas trop. Ce que je veux juste, c'est pas les laisser au bord du chemin. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le digital, enfin, c'est quand même dur de vivre sans, savoir, aujourd'hui tous les impôts se font en digital, par exemple. Donc, voilà, je veux que tout le monde puisse en profiter. Mmh. Alors, il y a une question de Sylvia qui vous demande combien de collaborateurs aujourd'hui utilisent votre plateforme en interne, en France et en international? Alors là, à ce stade, j'ai 7 900 apprenants sur, les 16 000 salariés, donc j'ai presque la moitié de mon staff qui est sur le learning digital. La France, je me sou c'est le plus gros groupe évidemment, je crois qu'on est 2 000 salariés sur l'ensemble de la France, 2 500 donc il doit y avoir, je sais pas moi 1 500, j'ai pas le chiffre en tête, sur les Français spécifiquement, mais c'est évidemment mon plus gros groupe, j'ai beaucoup de Suédois, j'ai beaucoup de Norvégiens parce qu'on a un gros business en Norvège. Voilà, donc une audience, et sur ces 7 900, j'en ai à peu près 70 qui consomment du learning digital, relativement régulièrement, au moins 2 fois par an. Une fois pour la compliance week, une fois pour d'autres besoins. Voilà, c'est on a à peu près calculé, à travers les data analytics, donc c'est pas mal. Le reste, c'est juste pour la compliance week. Voilà. Complete Week, donc comment vous traduisez ça? Semaine de la Semaine de la conformité, conformité. voilà, C'est ça, c'est ça. c'est Ouais. les trainings obligatoires chaque année, voilà. Alors après, on a encore, beaucoup de possibilités de développement et puis il y a donc je travaille beaucoup avec les équipes RH en local, où je leur explique que, par exemple, une formation sur la sécurité, ils peuvent, l'utiliser la plateforme pour animer un groupe. C'est une formation il y a des sortes de slides avec des interactivités. On peut avoir un facilitateur qui va expliquer à un groupe de personnes donc je peux avoir, 15 personnes devant mon support de learning, hein, donc voilà. Et il y a beaucoup de choses aussi que je maîtrise pas du tout parce qu'en fait, je promeus l'utilisation de Coursera, de edX, de plein de plateformes différentes, de LinkedIn Learning et je leur dis: «Faites ce que vous voulez, je vais pas capturer exactement ce que vous faites, ce qui m'importe, c'est que vous appreniez, en fait». Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a plus qui apprennent. Alors, il y a énormément de questions et il nous reste encore à peu près 5 minutes. On peut déborder un petit peu, donc Oui. je vais vous en poser 2 à peu près, je pense. Une question d'Émilie Ferrari qui demande quelles actions vous mettez en place auprès des managers pour vous assurer qu'ils fassent le suivi de la formation auprès de leurs collaborateurs? C'est une bonne question. Alors on fait une fois par an, une série de webinaires qu'on appelle des masterclass, où on invite alors on en fait, on a une masterclass pour les apprenants, pour manipuler la plateforme et une masterclass pour les managers, pour savoir comment en tant que manager, on peut aller regarder ce que les apprenants font. Donc là, on est seulement, alors on fait cette masterclass, on a des tutoriels aussi. On devrait aller plus loin, c'est dans la liste des choses à faire, un package, un curriculum spécial pour les managers qui comprendraient pas d'ailleurs que le learning. Il y aurait, la partie revue de performance, enfin voilà, on a ça en tête, avec sans doute, si on le fait,
une petite initiative en mode obligatoire, quoi. Voilà, comme on fait pour la semaine de la conformité. Voilà, c'est dans les cartons, mais on n'y est pas encore. Mais c'est une bonne question. Voilà. Il y avait une deuxième question, mais je m'en souviens plus. De la même personne, vous voulez dire? Oui, je crois qu'il y avait deux questions. Comment vous vous assurez que la formation est mise en pratique et suivie d'actions réelles sur le terrain, en fait? Alors, on fait des enquêtes qualitatives sur les formations les plus importantes, notamment, donc là, je pensais à Working Capital, sur les marketing et les ventes. Il y a forcément, alors ça, ce qui est important, c'est que qui c'est qui doit vérifier? C'est pas nous, la fonction learning, hein. C'est les managers. C'est eux qui ont des enjeux de reskilling. Donc, on a il y a, par exemple, dans la transformation sales and marketing, dans le pilotage de la mise en œuvre, le déploiement des nouveaux modes opératoires, il y a un moment où on posera la question: «Où vous en êtes des compétences que vous avez?» et de l'application, et cetera. Et c'est aussi ça qui fait que c'est pour ça que c'est le learning marche, hein. Quand je dis: «C'est important que ce soit, avec la stratégie de l'entreprise», c'est parce que si les apprenants et les managers, ils ont un enjeu à réussir par rapport à ce qui leur est demandé par, leur executive VP ou leur CEO, et ben, ils vont le faire. Ils vont prendre l'information et ils vont le faire et voilà. Donc c'est cet écosystème-là qu'il faut c'est pour ça qu'il faut surtout pas développer du learning en dehors de en dehors de ce que l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, et c'est pour ça qu'une entreprise sans stratégie, c'est un peu compliqué, en fait, parce on sait pas quoi faire, quoi. Voilà, c'est très important ça. Alors une dernière question donc de Sandrine Larcher qui demande: «Comment faire en sorte que les formateurs internes qui animent en entre guillemets «classique» ne se sentent pas mis sur la touche?» Ah, je l'ai vue cette question et je la trouve excellente. Heu, la la Moi, je sors d'une situation où, il y avait eu tellement de plans sociaux et de réduction d'effectifs qu'en fait, on a perdu beaucoup de nos formateurs internes, et ceux qui l'étaient n'avaient plus le temps de former en interne. Alors, du côté des business units, parce qu'il y a beaucoup de transmission de savoir, mes collègues RH ont fait ce qu'il fallait pour, réinstaurer, ces rôles-là, notamment au niveau des métiers en direct de la production du câble. Ça, c'est très important. Et moi, de mon côté, sur, des sujets plus transverses, bah, je suis en train de reconstituer un pool, de formateurs internes, au contraire, ils sont pas du tout à l'écart puisque, dans la production de cours en interne, j'ai besoin d'eux, ce sont eux mes experts. Ils forment, donc ils savent, ils connaissent le sujet. Là, on a un projet, qu'on appelle, Le Monde du câble, qui est une série d'e-learning pour expliquer, comment on produit du câble, et cetera. Bah, ce sont les gens qui délivrent cette formation qui vont nous aider avec le prestataire à construire ces modules d'e-learning qui vont être dans la vidéo, et cetera. Il y a une dernière étape qui est de faire produire du learning en mode, collaboratif, alors, avec, certaines plateformes qui le permettent. Ça, c'est des super projets auxquels je pense aussi, et je pense que c'est un excellent moyen de les garder engagés. Au contraire, c'est vraiment des gens importants pour moi. Alors moi, j'avais juste une dernière question à vous poser à tous les 2. Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, pour, améliorer encore plus le digital learning? Je vais peut-être commencer la réponse et Florence pourra compléter. Alors oui, c'est une conviction forte et qui va dans le sens de l'individualisation de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, on va effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour finalement savoir qu'est-ce qu'une personne doit développer. Également en lien avec ce que disait Florence sur la stratégie de l'entreprise, comment finalement on va aider le développement de compétences à travers de la formation qui servent les intérêts et les axes stratégiques de développement de l'entreprise. Et donc tout ça, ça va bien sûr contribuer à un meilleur développement des compétences. Il y a il y a deux grandes considérations finalement ici. La première, alors on en a déjà un peu parlé, c'est la prise en main finalement du collaborateur de son développement et de sa carrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet à quelqu'un de finalement individualiser plus sa formation, il faut aussi que cette personne en ait un peu l'envie et se prenne en main. Cela implique bien sûr un changement finalement du rôle des services formation ou de la RH et des managers, hein, qui vont plus avoir tout à fait le même rôle, beaucoup moins prescriptif, beaucoup plus en accompagnement. Première notion. La deuxième notion, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Toutes ces transformations,
Ça a été un peu évoqué tout à l'heure, il y a des gens qui vont y aller facilement, puis d'autres, il va falloir un peu les accompagner, puis il y en a qui n'iront pas, comme n'importe quelle transformation, et de toute façon, ça prendra du temps. C'est pas parce qu'on met à disposition l'outil qu'un mois plus tard, on a appuyé sur le bouton et tout fonctionne. Tout ça, évidemment, ça prend du temps dans les organisations. Donc, il faut aussi que l'organisation soit capable d'avoir cette agilité qui fait qu'on met en place quelque chose, on mesure les résultats, on ajuste. Des fois, on change un peu finalement de stratégie ou d'approche parce que l'approche n'a pas fonctionné, de manière à ce que finalement, au final, ça fonctionne. Florence. Oui, alors, l'intelligence artificielle, il y a déjà pas mal de choses qui doivent être considérées et en particulier, je pense aux traductions, puisque les outils de traduction actuels, se sont nettement améliorés et c'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Regardez aussi quand vous utilisez une vidéo YouTube, la fonctionnalité sous-titres avec une traduction automatique. Vous allez voir que c'est pas si mauvais que ça et donc là, on peut déjà utiliser de l'intelligence artificielle, fluidifier le travail, du learning et de l'apprenant aussi. Cette problématique anglais, je l'ai tout le temps. Donc là, il y a un traducteur automatique dans Outlook qui est parfait. Donc on va faire une grosse campagne avec nos copains de la com interne pour expliquer aux gens qu'ils peuvent traduire automatiquement sous Outlook. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur l'intelligence artificielle dans la construction de parcours, pour l'instant, c'est ce que disait Hugues, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y ait une certaine implication du collaborateur et de son manager, surtout quand on est en transformation, quand il y a des gros enjeux business et que là, ça passe par une analyse. Donc moi, sur ma fonction vente, hein, il y aura des plans de développement très bien faits, pour bien comprendre, de quoi il s'agit et la plateforme et une navigation qui permet d'aller rechercher, de choisir, de sélectionner, de savoir à quel moment on va faire la chose. Je m'interdis pas dans quelques années d'aller voir des choses plus automatisées, mais pour l'instant, je pense que c'est important ce geste managérial. Très bien, bah écoutez, merci, c'était très très intéressant. Merci à tous les deux d'avoir été là pour cette table ronde exceptionnelle. Donc Hugues Moisan, directeur avant-vente pour l'Europe chez Cornerstone, et Florence Bernet, directrice du centre d'expertise learning de Nexence. Merci pour votre expertise, votre retour d'expérience. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc merci à vous pour toutes vos questions. Et pour ceux qui veulent revoir cette table ronde en replay, vous la recevrez par email après la conférence. On vous donne rendez-vous du coup très prochainement pour une nouvelle table ronde autour des problématiques passionnantes des RH. Et voilà, merci beaucoup, Hugues et Florence. Merci Merci. Fabien, Florence, et à très bientôt. Et à Merci bientôt. beaucoup, Bonne journée à super tous et toutes. question. Au Merci. revoir. Au Bonne revoir. journée.